Eh bien, bonjour. Grosse ambiance. Bonjour et bienvenue pour cette quatrième édition des journées organisées par le collectif À Contre-Pied. Alors après les thèmes enfermés pour soigner, point d'interrogation, la journée de l'afflux et entrée, soins, dessert, nous vous proposons cette année vacarme, silence et murmure. Nous sommes un collectif de la CEREP, une association au sein de Villévrard qui s'occupe de recherche et d'études sur l'histoire de la psychiatrie. Dans le cadre de ses nombreuses missions, la CEREP promeut et met en place des journées d'études comme celle d'aujourd'hui. Et on la remercie beaucoup pour cette belle collaboration. Un petit stand spécial CEREP sera d'ailleurs logé au fond de la chapelle. Alors voilà, le collectif À Contre-Pied, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes un groupe de camarades de Villévrard et d'ailleurs qui souhaitent faire vivre un questionnement clinique, institutionnel et politique sur la psychiatrie en proposant des journées d'études gratuites et accessibles à toutes et à tous dans une ambiance, une grosse ambiance, à contre-pied des séminaires ordinaires. Alors, les journées du contre-pied sont construites sur l'idée de donner la parole aux personnes et aux métiers qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les séminaires et autres instances réflexives. Alors, tout d'abord, les patients, mais aussi, liste non exhaustive, les secrétaires, ASH, vachers, serruriers, EduxP, musiciens, cuistots, infirmiers. Nous pratiquons un accueil inconditionnel de nos intervenants. Cette année, nous avons même invité un chef de service, c'est vous dire notre ouverture d'esprit. Voilà, en psychiatrie, on ne sait pas ce qui soigne. Par conséquent, toutes les personnes qui participent d'une façon ou d'une autre à l'accueil peuvent potentiellement assumer cette fonction soignante. Et les patients font partie eux aussi de cette constellation du soin, raison pour laquelle nous revendiquons l'appartenance de tous les corps de métier à une équipe soignante entendue au sens large, et nous revendiquons la possibilité pour toutes ces personnes, quel que soit leur statut, de bénéficier d'espaces, d'élaboration et d'analyse de leurs pratiques. On espère que ces journées vont pouvoir y contribuer. Voilà, nous avons essayé d'aménager un espace qui pense et qui raconte les pratiques. On vous propose des interventions qui ne parlent pas au nom d'un statut, mais des interventions qui parlent en leur nom, avec la force du singulier, avec la force du fragile et du précaire, loin des arguments d'autorité, plus du côté du savoir-faire que du côté du savoir. Ici, on est dans le sérieux et la déconiatrie à la fois, c'est-à-dire c'est le sérieux de ceux qui veulent ne pas se prendre trop au sérieux. On citera jamais assez la phrase d'Oury, un psychiatre qui se prend pour le psychiatre, c'est le plus fou de la bande. Voilà, du coup, le contre-pied, c'est nous. Alors, je dois dire les prénoms, c'est ça? Donc, Dimitri, Benjamin, Théo, Joran, Loïc, Aude, Emma, Céline. Je ne me suis pas trompé. Mais c'est aussi tous les autres. D'abord, toutes celles et ceux qui ont accepté de venir nous donner un peu de leur voix. Merci à tous les intervenants, les intervenantes, nombreux cette année. Et aussi à celles et ceux qu'on appelle nos parachutes, qui sont venus nous aider à donner vie à ces journées. Donc, il y a des collègues, des patients, des amis qui sont là aujourd'hui, un peu partout dans la salle. Merci à vous. Et enfin, nous tenons à remercier spécialement la Cafette de Villévrard, qui cette année se joint à nous et abritera le concert de Fantasio tout à l'heure à 16h, vers 16h, 16h40. Le club Antonin Artaud, qui assure de nouveau, et pour la 3e année, le bar, le café, l'accueil, quoi. Il ouvrira à 13h30 aujourd'hui pour l'après-midi, ainsi que demain, et nous proposera café, gâteau fait maison à petit prix. Le tout revient à l'association Antonin Artaud, une association de patients et soignants. On remercie Louis pour avoir accepté de nous accompagner derrière la caméra pour la seconde fois. Merci pour ce très beau travail, Louis. On remercie l'équipe de l'hôpital de jour de Bagnolet pour ses capsules radiophoniques avec des témoignages de patients que vous allez pouvoir entendre tout au long de la journée.
On remercie l'hôpital de jour de Montreuil du secteur Gélis pour les œuvres qui viennent orner la chapelle sur le thème de cette année. On remercie Jeanne Bonnet pour les photos. Et enfin, pour la très belle illustration de notre affiche de cette année, un grand merci à Laurence pour son œuvre qui est dans la salle. Et juste, on a une petite annonce, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière. Pour pas qu'on oublie ce truc, Céline, merci. Il y avait un secteur qui nous avait fait des petits gâteaux. Ils avaient ramené des plats. On a gardé les plats depuis 1 an. On sait qu'ils sont inscrits, je ne sais pas s'ils sont déjà là. Il faut qu'on leur refile les plats. Voilà, c'est juste pour info. Merci. Moi, je vais vous faire un peu plus le côté logistique de la journée pour l'orga. Donc, tout d'abord, vous dire que cette journée, elle va être émaillée d'interludes divers et variés, avec une première pause dans la matinée qui aura lieu de 11h à 11h15. Ensuite, pour la pause déjeuner, donc elle sera à 12h45, avec une reprise des interventions à 14h. Donc pour le repas, parce que tout le monde n'avait pas l'air trop au courant, sachez que le déjeuner il est gratuit, offert et proposé par Villévrard, et il aura lieu comme l'an dernier, dans l'ancienne ferme de Villévrard, donc à 2 minutes à pied d'ici. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a une équipe de film en ce moment sur Villévrard qui est aussi installée du côté de la ferme. Donc, il faudra juste faire attention à bien leur laisser leur espace et puis nous, on aura le nôtre pour le repas. Ça sera à la bonne franquette cette année parce qu'on a eu des petits soucis de logistique pour les tables, les chaises, etc. Donc, en principe, l'équipe Émile, qu'on remercie d'ailleurs, de Villévrard, nous aura tout laissé dans un coin. Donc, chacun prend sa chaise, sa table et s'installe où il veut. Je crois que la météo ne va pas trop être de notre côté aujourd'hui. On verra demain. En tout cas, sachez qu'on a toute la cour de la ferme et sinon, on peut se rabattre dans l'étable. C'est assez marrant de me dire qu'on va être 150 à manger dans une étable. Bon, voilà. On verra. Donc, on remercie l'équipe du Self et Monsieur Leclerc qui organise tout le repas. Et donc, l'équipe de Monsieur Delmer pour la manutention que ça a demandé. Vous dire aussi, donc on l'a déjà cité, mais à 13h30, il y a le bar associatif Antonin Artaud qui va ouvrir. Donc n'hésitez pas. Café, thé, gâteau fait maison, je crois. C'est ça. À petit prix. Ensuite, alors pour les pauses, vous l'avez entendu tout à l'heure, on a utilisé la petite clochette. Quand on fait ça, ça veut dire qu'il faut commencer à se rabattre dans la chapelle pour pas qu'on perde trop de temps sur le programme. Donc on déambulera un petit peu partout pour vous sonner les cloches. Ah oui, c'est important. Donc après chaque intervention, on laisse un temps d'échange avec la salle pour toutes vos questions, vos demandes vis-à-vis des intervenants. Et c'est vrai qu'on voudrait être vigilant à bien faire circuler la parole, très important pour que tout le monde puisse prendre la parole. Donc on compte sur vous pour être synthétique, de ne pas faire d'intervention pirate et de permettre la circulation du micro, notamment pour que le plus grand nombre, les plus timides, puissent oser prendre la parole vis-à-vis des intervenants. Donc on aura des parachutes qui tiennent les micros, qui vous distribueront les micros, et ils vous feront signe s'il faut un petit peu écourter pour qu'on puisse poursuivre un petit peu les échanges. Voilà. Je vais bientôt rendre ce micro, si c'est bien. Juste, on a une petite tradition chez les contre-pieds, c'est que la première personne inscrite gagne un carambar, figurez-vous. Et il se trouve qu'on a quelqu'un qui a très bien compris cette règle, puisque chaque année, elle le carambar, et c'est évidemment Muriel Bombardi. Inscrite avant même qu'on lance les inscriptions. C'est bon. Ouais, incroyable. Et sur ce, je passe la parole à Monsieur de Tarragon Loïc, qui est pour l'introduction du président. Alors, en guise d'introduction à ces journées, je vais vous parler d'un sujet qui aurait sûrement mérité une intervention complète, mais par faute de place dans le programme, il me semble, on a décidé d'en parler dans cette intro. Donc, ce sujet, c'est les problèmes qui traversent les unités d'hospitalisation temps plein, ce qu'on appelle aussi l'intra. Il va donc être question de l'espace sonore en intra, de son partage ou pas, et des questions relatives à cet espace sonore. Je vais vous parler des différents sons que l'on peut entendre en intra et leurs conséquences sur la vie du pavillon. Cette liste est bien évidemment non exhaustive et chacun aura d'autres exemples en tête.
Je vais commencer par les bruits qui compliquent notre travail, et plus particulièrement pendant les réunions. Alors, il y a les patients qui toquent fréquemment à la porte pour savoir si le médecin est arrivé, la sonnerie du téléphone, avec la discussion qui en découle. Oui, oui, vous pouvez venir chercher les clés de la voiture de service. Et enfin, sûrement, l'un des pires sons, car en plus d'être particulièrement désagréable, il génère le plus souvent le départ immédiat de plusieurs membres de l'équipe. Je parle évidemment de l'alarme des PTI qui se déclenche. Pour ceux qui ne connaissent pas les PTI, ce sont comme des petits beepers que les soignants ont sur eux et qui sonnent en cas de souci lorsqu'une équipe a besoin de renfort. Tous ces bruits sont autant de coupures dans la discussion qui en devient hachée. Les conversations sont sans cesse coupées. La conséquence est que cela devient difficile de pouvoir penser, d'avoir une pensée clinique ou pas approfondie et fluide avec toutes ces interruptions. Il y a aussi tous les bruits qui dérangent plus particulièrement les patients. La nuit, la grande majorité des patients partagent leur chambre avec tout ce que cela implique de mise en commun sur la question des sons. Les interruptions du sommeil car l'un des deux ronfle ou a décidé de ranger sa chambre à 2 heures du matin. Et en journée, certains peuvent chanter, crier ou écouter de la musique très forte. Pour ma part, le son le plus dérangeant, dans tous les sens du terme, et qui est caractéristique de l'intra, c'est les patients enfermés dans les CSI qui crient ou tapent dans la porte. CSI, cela veut dire chambre de soins intensifs. D'autres les appellent chambre d'isolement, ou les ISO, ou encore espace d'isolement. Ces sons résonnent dans tout le pavillon et traduisent un mal-être profond qui nous traverse. Une patiente nous disait encore récemment en réunion à quel point cela la rendait triste d'entendre ces bruits. Dans son livre Le Moi-Peau, Didier Anzieux parle de la construction de la psyché et plus particulièrement du moi, en lien avec cette question du sonore. Il propose la métaphore du moi-peau, c'est-à-dire qu'il fait une liaison entre les sensations et les fonctions de la peau, avec le psychisme naissant de l'enfant. Il y aurait donc une peau physique, mais aussi une sorte de peau psychique qui reprendrait certaines fonctions de la peau. Il relève 8 fonctions, mais nous pouvons les classer en 3 groupes. En résumé, une première fonction serait une fonction de séparation, d'interface entre le dedans et le dehors, la barrière qui protège avec toute la question des limites. Une autre fonction serait liée à la contenance et la maintenance. Contenance des sensations, des affects, mais aussi des pensées, tout comme la peau contient les organes et le squelette, c'est l'idée du sac. Et enfin, une fonction de communication, d'échange avec les autres, tout comme les chatouilles ou les caresses que l'on fait aux nourrissons. Puis, il va élargir ce concept de moi-peau pour parler des enveloppes. Il va décrire plusieurs types d'enveloppes avec leurs caractéristiques et leurs propres fonctions. Et parmi celles-ci, il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ces journées, c'est l'enveloppe sonore. Il estime que cette dernière précède même l'enveloppe visuelle. Le nourrisson est dans un bain sonore qui va lui permettre une première circulation, un premier échange avec son environnement. Anzieux parle de spirale interactive. À un cri de l'enfant correspond une réaction parentale. Ce bain sonore peut aussi sécuriser l'enfant en mettant des mots sur ses ressentis corporels. Par exemple, il a faim, ce qui lui donne une sensation désagréable, donc il crie. Et en le nourrissant, on lui dit « tu as faim ». On lui donne un sens à ce qu'il éprouve. C'est proche de la fonction alpha théorisée par lui. Ce bain sonore peut ne pas être tranquillisant, ce qui entraînera éventuellement des fragilités dans la construction psychique. Anzieux parle même d'un miroir sonore, c'est-à-dire que ce bain sonore qui enveloppe le nourrisson va lui renvoyer une première image de lui-même, avant même le miroir visuel qui représente les visages parentaux. Avant l'image, il y a bien le son. Cette enveloppe sonore va nous suivre toute la nuit. Et c'est elle qui est régulièrement percée en intra, par tous ces sons qui la coupent, comme des intrusions dans cette enveloppe. Là, je vous ai parlé des bruits qui percent l'enveloppe sonore en intra, mais je dois préciser que l'intra, ce n'est évidemment pas que ça. On travaille et on réfléchit afin de réduire cet effet. Par exemple, certaines unités coupent le téléphone du service le temps des réunions. On essaye de répondre le plus rapidement possible aux patients enfermés dans leur chambre. On limite au maximum les isolements, ou encore en transformant un espace d'isolement en salle d'apaisement. Mais il est vrai que malgré ces efforts, l'enveloppe sonore de chacun en intra est régulièrement percée. Maintenant, j'aimerais aussi vous parler des sons qui enveloppent. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est la musique pendant le bar à crêpes. Je vais profiter de cette occasion pour faire un petit peu de pub pour le bar à crêpes du pavillon Dauphine, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, ce bar à crêpes est lié à l'association Antonin Artaud, qui est l'association du secteur 18. Il a lieu tous les jeudis, de 14 à 16 h, mais je vous conseille de venir avant 15 h si vous voulez avoir une crêpe.
Il est tenu par l'équipe du bar, qui est constituée essentiellement par des chauffeurs hospitalisés, qui, le temps du bar, deviennent pâtissiers, comptables, crêpiers ou encore caissiers. On y vend des crêpes excellentes et des poissons pas chers. Bientôt des glaces pour cet été. Voilà pour l'instant. Quand nous avons imaginé le cadre de ce bar, il nous a paru évident qu'il devait avoir lieu dans une salle séparée du reste et peu utilisée. D'autant plus que l'architecture du pavillon Dauphiné est particulière à cet égard, car il y a très peu d'espaces différenciés. C'est un peu un grand couloir avec le self qui est collé à un espace bibliothèque, lui-même collé à un espace où il y a la table de ping-pong et juste à côté la salle de télé avec le piano dont je vous parlerai après. Donc les bruits traversent facilement le pavillon et s'y mélangent. Il n'y a pas beaucoup de murs pour isoler les différents espaces sonores. Pour le bar à crêpes, nous voulions un autre endroit, différencié du reste. La salle que nous avons choisie fait partie du bâtiment, mais pour y accéder, il faut sortir du pavillon et faire le tour, car cette salle est en dessous du bâtiment. Donc à la fois dedans et dehors. Elle est aussi habitée par les 15 années de présence de l'atelier de François, un art thérapeute bien connu sur Villébrard, qui est parti à la retraite il y a 2 ans. C'était un atelier un peu spécial, un peu sur le mode de l'atelier du non-faire, où les patients pouvaient venir y peindre ou sculpter, mais surtout boire un café et discuter. Les nombreuses œuvres recouvrent encore les murs de cette salle, et je crois même que certaines d'entre elles ont récemment réussi à s'installer dans les couloirs de la direction. Pendant le bar à crêpes, il y a un fond musical. La plupart du temps, on met la radio. Alors, au début, on mettait Radio Nova, parce que c'est une radio assez éclectique, et c'est peut-être pas non plus complètement étranger au fait que j'adore cette radio. Aliénation quand tu nous tiens. Assez rapidement, une demande de changement de musique a émergé pendant la réunion du bar à crêpes. À la base, c'était évidemment pour mettre une station de rap. Mais après discussion et vote, c'est Chérie FM qui l'a emporté. Puis une autre fois, ce fut Nostalgie. C'est une histoire d'âge. Régulièrement, il y a un vote sur le choix de la radio. Et je crois que c'est aussi ça qui donne l'aspect enveloppant à cette musique. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre radicalement de la musique ou demander à ce que l'on change la musique pendant le bar. À l'inverse, à la fin du rangement de la salle, au moment où l'on éteint la musique, un patient m'a dit récemment à quel point la musique rendait le bar plus vivant. La musique a un impact important sur l'ambiance du bar à crêpes. Je crois que l'on peut faire un parallèle entre l'espace sonore de l'intra et celui du bar à crêpes. Dans un cas, l'enveloppe est percée par des sons plutôt anxiogènes, comme des cris ou des coups dans les portes, qui coupent la réflexion, coupent les moments agréables comme les repas ou le sommeil. Et on subit, de manière passive, ces intrusions dans notre enveloppe sonore. Je parle de bain sonore rugueux. Et c'est précisément l'opposition de la fonction de la radio pendant le bar à crêpes. C'est précisément l'opposé. La fonction soignante opère sur un mode groupal participatif, parce que la radio, le choix de la radio a été voté. Il y a pu y avoir du collectif, dans le sens d'une discussion qui a mis à jour une question essentielle, transversale au groupe, les sons que l'on écoute ensemble. C'est lié à ces notions chères à la psychothérapie institutionnelle, que sont l'ambiance et la fonction club. C'est cette fonction qui est portée à travers ce mode d'organisation, ces discussions aux réunions du bar à crêpes et ses votes. Dans l'intra, l'enveloppe groupale n'existe pas ou peu. C'est l'opposé de la radio et de la musique pendant le bar à crêpes. D'ailleurs, si le bar avait été dans le pavillon, la radio n'aurait peut-être pas eu le même effet enveloppant car dispersée dans l'intra et mélangée avec les autres bruits du pavillon. Pour parler plus précisément du partage de l'espace sonore en intra, je vais vous raconter une scène qui s'est passée il y a quelques mois. Avec Céline, nous avions réussi à trouver et à amener un piano en intra. On ne dira pas comment, c'est le réseau de la salle. Nous l'avions déposé dans la salle télé en se disant qu'on en reparlerait en réunion pour savoir où on le mettrait de manière pérenne. Sauf que dans ce laps de temps, un patient a en quelque sorte rencontré cet objet. Il a commencé à explorer les différents sons que produisait chaque touche. Il jouait et écoutait pendant plusieurs heures les différentes notes qu'il produisait avec ce piano. Et comme je vous l'ai indiqué plus haut, ce piano, on l'a déposé dans la salle télé, dans un endroit où le son de ce piano traverse une grande part de l'espace du pavillon. Ce qui a naturellement commencé à légèrement déranger certaines personnes. C'est le moment de vous parler d'une notion de genre que je trouve particulièrement opérante sur nos lieux de travail. C'est ce qu'il appelle les ça va de soi et les ça ne va pas de soi. Il va même jusqu'à préciser que pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut un minimum de 30% de ça ne va pas de soi. En résumé, dans notre pratique, il y a plein de choses que l'on fait en pensant que ça va de soi, chacun de nous.
Par exemple, ça va de soi que l'on refuse qu'un patient mange en entier 2 paquets de bonbons, ou que l'on prive de café un patient déjà très énervé. Ou encore, cela va de soi pour pas mal d'économistes ou de politiciens qu'il faut faire des économies à l'hôpital. Alors qu'ici, on sera nombreux à trouver que ça ne va pas de soi. Les ça va de soi sont du côté du statique, de l'envie que les choses ne bougent pas trop, qu'elles restent telles quelles. Et l'idée derrière le ça ne va pas de soi, c'est d'avoir une pensée en mouvement, auto-réflexive sur nos pratiques, sur ce que l'on fait. Cette mise en mouvement de notre façon de penser et de travailler augmente nos possibilités de rencontre avec les patients. Une chose importante à préciser, c'est qu'il n'y a pas les ça va de soi d'un côté et les ça ne va pas de soi de l'autre, de manière figée. On peut être un ça va de soi le matin et un ça ne va pas de soi l'après-midi. Ça va dépendre du sujet, mais aussi de notre état sur le moment, plus ou moins fatigué par exemple. Tout le monde peut être pris dans un préjugé un peu bête à un moment ou à un autre. Mais vous voyez l'idée. Il faut être un minimum de ça ne va pas de soi pour pouvoir penser. Donc, mais vous voyez l'idée, il faut être un minimum de ça ne va pas de soi pour pouvoir penser, critiquer ce que l'on fait avec les patients afin d'améliorer notre pratique au quotidien. Ça fait partie de la fonction soignante en quelque sorte. Cela permet de ne pas être figé, de maintenir une capacité d'étonnement, de surprise et donc de rencontre. Je reprends mon histoire piano. Le lundi suivant, lorsque j'arrive en intra, j'entends puis vois ce patient jouer du piano. Ce que je trouve plutôt sympathique sur le coup. Il enchaîne les notes, c'est presque agréable à entendre, et on voit qu'il apprécie beaucoup de faire cela. L'équipe me fait part de la difficulté qu'ils ont rencontrée ce week-end par rapport au fait qu'il a beaucoup joué du piano. Ils me disent qu'ils veulent parler de ce sujet à la réunion du lundi, qui est la réunion hebdomadaire soignants-soignés du pavillon, avec l'idée que le piano devra être déplacé, sûrement en salle de réunion, pour qu'il fasse moins de bruit. Pendant cette réunion, il y a plein de choses qui vont être dites et je voulais vous en faire part car il me semble que ce sont des éléments intéressants qui soulèvent plusieurs questions. Dans un premier temps, l'équipe parle de la difficulté rencontrée le week-end précédent. Difficulté pour les patients, mais aussi pour eux-mêmes de travailler en entendant toute la journée la répétition de notes sur le piano. Il est donc assez vite exprimé le besoin de déplacer ce piano dans la salle de réunion pour limiter le bruit, car la salle de réunion est de l'autre côté du pavillon et elle est fermée. Mais il y a quand même une discussion qui s'enclenche sur le fait que c'est plutôt plaisant et accueillant d'avoir un piano posé là, dans un espace central du pavillon, à disposition, un peu dans un style salon. Et lorsque l'on demande aux patients qui regardent la télé comment ça s'est passé ce week-end, on apprend qu'à chaque fois qu'ils ont demandé aux patients de s'arrêter pour écouter leur émission de télé, il a toujours accepté sans souci particulier. Je précise que le patient en question est à cette réunion. Il ne parle pas de français, mais on lui traduit ce qui se dit et la possibilité que le piano soit déplacé. Et là, on peut déjà remarquer un premier ça va de soi. Car ça va de soi que c'est désagréable, pas acceptable, qu'un patient qui ne sait pas jouer du piano en joue pendant des heures au centre du pavillon, dans la salle télé et où tout le monde l'entend. Donc ça va de soi que ça s'arrête et que le piano soit déplacé. Sauf qu'un patient va exprimer clairement et fermement son désaccord sur le fait que le piano soit déplacé dans la salle de réunion pour une raison simple. C'est que sa chambre est collée à cette salle. Donc là aussi, on peut se dire que ça va de soi. Qu'il refuse que le piano soit mis juste à côté de sa chambre. Qu'il ne puisse plus se reposer car il entendrait des notes de piano toute la journée. On remarque que les ça va de soi peuvent aussi s'opposer. Une autre patiente va prendre la parole et répondre à la fois à ce patient et au reste du groupe qui veulent déplacer le piano. Elle va rappeler à ce patient que peu de temps avant, il avait été enfermé plusieurs jours dans l'une des CSI et que durant cette période, il tapait très fort dans la porte, de jour comme de nuit, et que cela l'avait empêché de dormir, comme tout l'intra cet après-midi. Mais qu'elle ne lui a jamais fait la remarque ou le reproche, car pour elle, il était évident qu'il n'allait pas bien à ce moment-là et que cela devait être difficile d'être enfermé dans cette chambre. Une discussion s'engage entre eux sur ce sujet. Selon moi, lorsque cette patiente dit cela, elle introduit un « ça ne va pas de soi ». C'est-à-dire l'idée que l'on peut se supporter les uns les autres, à l'inverse du préjugé que les autres patients n'accepteraient pas, ne pourraient pas être dans une position altruiste, d'empathie avec le genre du planète, alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle pose la question du partage de l'espace sonore. Parfois, certains patients vont s'accaparer cet espace parce qu'ils ne vont pas bien, ou l'inverse, parce que ça leur fait du bien comme dans ce cas-là. Et il faut l'accepter, un peu par altruisme, sur un mode plutôt tolérant. Elle met du collectif. Puis, après cette réunion,
On a un temps post-groupe où l'on discute en équipe de ce qui s'est dit pendant la réunion. Pendant cette discussion, nous allons reprendre un peu les différents éléments exprimés pendant la réunion et décider de déplacer ou pas le piano. On rappelle qu'à chaque fois que l'on demande au patient d'arrêter le jeu du piano, il arrête. Donc ce n'est pas un mouvement incontrôlable. Il suffit peut-être de le lui dire gentiment. Pour moi, d'une certaine manière, à ce moment-là, nous allons passer à la fois du règlement à la clinique, mais aussi de la dimension institutionnelle à l'individuel, de la jonction entre les deux. Du côté du règlement, on peut dire qu'il y a la règle tacite de ne pas imposer aux autres des bruits trop forts ou trop prolongés. C'est le ça va de soi que c'est désagréable, pas acceptable. Qu'un patient qui ne sait pas jouer du piano, on joue pendant des heures au centre du pavillon, dans la salle télé où tout le monde l'entend. Et donc, ça va de soi que cela s'arrête et que le piano soit déplacé. Et puis il y a la clinique, c'est-à-dire la prise en compte de la dimension à la fois thérapeutique et singulière pour ce patient de faire l'expérience de jouer sur ce piano, d'écouter ses notes de musique comme une rencontre avec cet objet qui l'anime, qui le captive. Et on sait à quel point la question du désir est importante dans notre pratique à l'hôpital, qu'elle soit du côté des soignés ou des soignants. Le fameux « qu'est-ce que je fous là ?» cher à Jean-Henri. Tout le monde s'accorde sur le fait que pour ce patient, ça compte. Et finalement, il est resté dans cette salle télé. Et nous ne l'avons pas déplacé. Cela pose une autre question essentielle, celle du partage de la fonction soignante. La patiente, qui est dans un ça ne va pas de soi, ouvert, tend une perche à l'autre patient qui refuse d'avoir le piano à côté de sa chambre. Elle l'invite à relativiser sa situation. Et en faisant cela, elle fait aussi un pont entre lui et tout le reste du groupe sur cette question du partage de l'espace sonore. Selon moi, à ce moment-là, elle aussi porte une fonction soignante. Et enfin, la question du partage de l'espace est une question importante qui revient régulièrement en psychiatrie. L'hôpital, c'est un lieu commun où l'on cohabite avec d'autres. Comment fait-on pour tous cohabiter? Pour se supporter les uns les autres. Partager un espace, c'est aussi partager un espace sonore, ce qu'il faut pouvoir penser. Et c'est aussi sur cela que ces 2 journées à contre-pied, sur les thèmes silence, vacarme et murmure, vont tenter de s'arrêter.